Bon, merci d'être venu. C'est difficile de suivre ce masterclass d'exposé de Ricardo, qui était vraiment formidable. Donc, je vais vous parler du coup des formes modulaires et j'ai choisi quelques applications. Des applications, j'espère qu'ils vont faire lien à l'exposé de François de ce matin. Et puis des liens, bien sûr, avec l'exposé de Ricardo et l'exposé suivant. Donc, je commence avec cette suite d'entiers qui sont juste les sommes des entiers positifs qui s'écrivent comme somme de 2 carrés. Et puis, donc, une question que nos anciens se sont posées, c'est quand est-ce qu'on peut représenter un entier positif par une somme de k carré ou k est au moins 2. Et donc cette question a des liens, bien sûr, avec l'arithmétique. Il s'agit de représenter un entier par une forme quadratique, ici en k variable, et ici la forme quadratique est cette forme spéciale, mais on peut demander, on peut poser la même question pour d'autres formes. Ça devient encore plus riche. On va se restreindre à cette question-là, mais puis il y a les aspects géométriques et statistiques que je vais mentionner aussi. Il s'agit, on peut visualiser les solutions à cette équation comme des points entiers sur une sphère de rayon racine de n et en dimension k. Donc si on représente n par q de i, q est comme ça, somme de k carré, ça signifie qu'on a de la norme carré vaut n. Alors, donc, on commence avec Lagrange. Donc, 4 carrés, donc tout entier positif est somme de 4 carrés, ça a été mentionné aujourd'hui, ce matin. Et du coup, la même chose est vraie pour tous les k, un nombre k de carrés, si k est au moins 4. Et puis, juste en mettant les coordonnées après 4 égale à 0. Le cas de 2 carrés est plus subtil parce que la suite, comme on a vu, c'était lacunaire, donc ce n'est pas tous les nombres qui s'écrivent comme ça, une somme de 2 carrés. On peut déjà donc mentionner le théorème de Fermat, le théorème de Fermat qui est un nombre premier est somme de 2 carrés, précisément lorsque ce nombre premier congruent 1 modulo 4. Donc P congruent 3 modulo 4, ça ne marcherait pas. Mais en revanche, que P soit congruent 1 ou 3, peu importe la classe, les puissances paires, bien sûr, et vérifie la propriété que P puissance un entier pair est somme de 2 carrés, juste en mettant l'un des coordonnées égale à 0. Donc on a identifié un peu les diables dans cette histoire, c'était les P qui sont congruents à 3 modulo 4, mais pourvu que la puissance de ce P-là est paire, c'est bon. Donc ça c'est le résultat de Euler qui dit qu'un nombre positif n est somme de 2 carrés, précisément lorsque chaque fois que tu as un nombre premier qui divise n, qui est congruent à 3 modulo 4, bon, il faut que ça divise par une puissance paire. Donc ça c'est Euler. Et bon, on va s'intéresser à cette question plus généralement. Donc on va poser RK de n, donc les solutions pour un n donné et un k fixé. Et on va non seulement se demander quand est-ce qu'on arrive à trouver une solution, puis on va aussi compter le nombre de solutions qui existent. Et donc, on peut changer le signe, on peut changer l'autre. Donc, une solution donne d'autres solutions évidentes, mais parfois il y a encore plus que ça. Donc, on va s'intéresser, on a déjà parlé de k égale à 2, on va regarder 4, 6 et 8, et ces cas-là sont dus à Jacobi. Donc, voilà une image de Jacobi. Donc, le cas k égale à 2, on peut non seulement donner le critère d'Euler, mais aussi donner le nombre. Alors, le nombre, ce n'est pas difficile de décrire, on exprime en fonction des sommes de diviseurs qui divisent n. Donc,
on peut le présenter comme ça, c'est 4 fois le nombre de... donc c'est une différence, c'est une somme de diviseurs avec signe, où le signe dépend de la classe modulo 4 du diviseur. Donc par exemple, si P est égal à 1 congruent à 1 modulo 4, on en trouve 8, qui correspond à... et qu'on donne une solution, on trouve toutes les autres solutions évidentes. Et puis si P est congruent à 3 modulo 4, deux diviseurs, le diviseur D égale à 1, le diviseur D égale à P, et ils sont de deux classes différentes, donc la différence est s'annule, et on retrouve 0 solution comme prévu par Euler. Ok, et puis on peut regarder les formules donc, que Jacobi a trouvées pour d'autres cas. Donc le cas 4, 6 et 8. Donc ça c'est contenu dans un grandeur de Jacobi, dont j'ai mis le nom en haut, et qui fait référence du coup aux fonctions elliptiques. Donc on voit déjà un lien avec les courbes elliptiques dans le titre, mais ce lien sera exploré dans un instant. Donc quel est le résultat? Donc on donne Jacobi a donné une formule pour le nombre de façons de représenter la somme de 4 carrés, pardon. Donc, et la somme de 6 carrés, et puis la somme de 8 carrés. Et, bon, une chose que vous pouvez remarquer, c'est toutes les réponses, pas obligé de mémoriser ces formules, mais ils sont assez semblables. Les réponses sont exprimées à travers des diviseurs, des sommes de diviseurs avec signe. Souvent, le signe dépend, il y a beaucoup de 4, 16 qui apparaît. Et donc, on va démontrer ce théorème dans mon exposé. On va faire d'autres choses aussi, mais ce qu'on ne va pas faire, c'est qu'on ne va pas regarder ce qui se passe pour les autres cas. Plus grand que 8, parce que ça devient un peu plus difficile, parce qu'on n'aura pas une formule toute propre. Vous voyez, ce sont les formules toutes propres, et tandis que si on monte en cas, si K est plus grand que 8 strictement, on a une espèce de formule qui est un terme principal et puis un terme d'erreur. Pour obtenir, tandis qu'avant, c'était le terme d'erreur, il était 0. Et ce qui donne ce terme d'erreur, c'est les travaux de deux lignes, que je ne vais pas mentionner. Mais vous voyez la date, ça montre que c'est moderne et profond. Donc on va démontrer ce résultat de Jacobi, et pour cela, on passe par les formes modulaires. Mais c'est quoi une forme modulaire? Je vais donner une définition plus formelle dans un instant, mais déjà il faut savoir que c'est une fonction holomorphe. C'est une fonction holomorphe sur quel espace? Bon, c'est sur le disque hyperbolique. Donc vous voyez une image de ce disque hyperbolique qui met en valeur le fait que les distances ne sont pas euclidiennes. J'ai mis le métrique à côté de la définition de ce disque hyperbolique qui montre que les distances deviennent de plus en plus grandes lorsque le module tend vers le bas. Donc il y a une géométrie hyperbolique et c'est là où est complexe et c'est là où nos fonctions sont définies. Et on peut faire plein de jolis dessins parce que les dessins proviennent des symétries qu'on va mettre dessus, donc qui sont gérées par un groupe discret arithmétique qui est conjugué, donc qui ressemble
SL2 de Z. Donc c'est une version non abélienne des entiers. Donc on a les entiers, on a les entiers, mais ça c'est une théorie non abélienne des entiers. Donc des matrices à coefficients entiers, c'est le déterminant SL2 de Z. Alors ça n'agit pas directement sur le disque, mais un conjugué de ça agit là-dessus. Et pourquoi je fais ce conjugué, c'est qu'en fait, bon, je vais faire ça. Ok, donc le disque hyperbolique et les symétries arithmétiques qu'on peut mettre dessus a inspiré les travaux de Escher, qui, voilà, j'en ai pris celui-là, où on voit un pattern qui se répète. Et donc un motif qu'on peut placer sur le régulier, qu'on peut placer sur le disque. Ok, là je vais un peu quitter le disque et je vais plutôt aller vers ce qu'on appelle le demi-plan de Poincaré. Donc vous voyez le dessin en dessous et maintenant un demi-plan, c'est la partie O2. Donc, vous pouvez penser au plan complexe, mais la partie imaginaire strictement plus grande que 0, comme vous voyez. Donc on appelle H, et vous voyez la métrique qu'on met dessus. Et la métrique, vous voyez que la distance devient de plus en plus grande quand on descend vers le bord. Parce que vous voyez le Y puissance moins 2 dans la métrique. Donc ça c'est le demi-plan de Poincaré, et on va agir là-dessus par un groupe défini de manière arithmétique. Je peux l'appeler gamma. Je ne dois pas forcément toujours utiliser SL2 de Z, je peux prendre un sous-groupe d'indices finis. On va faire ça, on va dire. Et on peut regarder la tessellation que ça fait. Donc ce qu'on appelle un domaine fondamental, ça représente donc tous les points qui un domaine fondamental qui est donné en couleur là, c'est des points qui ne sont pas écrits. Donc il y a une action par SL2 de Z qui agit sur le plan. Cette action, vous le voyez dans l'argument de F, c'est AZ plus B sur CZ plus B. Et puis vous pouvez voir quels points sont équivalents sous cette action. Et vous prenez une classe de représentants des orbites de cette action, et ça c'est un domaine fondamental. Ok, ça c'est la géométrie. Et puis, une forme modulaire sera une fonction holomorphe sur le demi-plan de Poincaré qui respecte ces symétries. Et respecter les symétries ne signifie pas tout à fait invariance par cette symétrie, mais il y a un poids qui est kappa, que vous voyez en haut, je l'appelle kappa, qui est un entier positif, et ça transforme par la règle que vous voyez. Donc c'est une règle qui à première vue, n'a pas l'air tout à fait naturelle. On ne comprend pas pourquoi il y a cette facteur CZ plus D qui apparaît, mais c'est tout à fait naturel. Et on peut donc jouer avec le poids kappa. Je n'ai pas pris le même lettre que K parce que K et kappa sont reliés. Ok, mais donc regardons un exemple d'une forme modulaire. Ok? Cet exemple n'a aucun rapport avec la question de Jacobi. Okay? Je le fais parce que c'est la première exemple qu'on peut donner et ça fait le lien avec les courbes elliptiques. Donc je prends gamma égale à SL2 de Z et je prends le quotient. Donc vraiment, vous pouvez penser comme un domaine fondamental. Et puis, on appelle la courbe modulaire. Alors, ce qui est intéressant de cette courbe, c'est que c'est une courbe qui est définie sur Q, mais les points complexes, on peut les identifier à des courbes elliptiques définies sur C, à isomorphisme près. Donc vous voyez, j'ai pris une orbite SL2 de Z
agissant sur le point Z qui est dans le demi-point. Et je lui associe un donut, ou bien la classe d'isomorphisme d'un donut. Et ce donut, c'est un tour complexe, avec un point distingué et l'origine. C'est écrit comme C sur ce qu'on appelle un réseau dont c'est un sous-groupe discret de quotient compact. Et le réseau que je prends, c'est le réseau engendré par Z et 1. Et donc je forme le tore complexe, C divisé par ce réseau, et ça me donne une courbe elliptique définie sur C, et je le considère un isomorphisme près. Et ça, c'est une bijection entre les points complexes de la courbe modulaire et les classes d'isomorphisme, des elliptiques. Et puis, étant donné cette description, je peux définir une fonction qui est juste le discriminant de la courbe elliptique définie. Et ça c'est une fonction, ça c'est une forme modulaire qui a été considérée par Hamilton, qui a un certain point, le point est 12, et on appelle parabolique. Alors, vous allez voir donc, un petit peu ce que ça veut dire. Je vais vous dire ce que ça veut dire parabolique. Mais en fait, le fait que ce soit parabolique va faire de sorte que ça n'entre pas dans notre histoire de Jacobi. Okay? On revient plus tard à delta. Okay? Mais là, c'était juste un premier exemple. Et on revient maintenant sur Jacobi. Je pense, oui. Donc on fait la preuve. Donc faisons la preuve. Donc là, je vais prendre comme gamma plus SL2 de Z, mais vous vous rappelez qu'il y avait ce 4 qui baladait. Bon, ça va nous accompagner un petit peu. Donc je vais définir un sous-groupe d'indices finis de SL2 de Z juste en demandant que le ABCD, le C soit conduit à 0 modulo 4. Alors, l'une des propriétés fondamentales des formes modulaires, c'est qu'on peut les développer en développement de Fourier. On appelle un Q-développement parce que donc on va appeler Q l'exponentielle de 2πi z. Et ce développement provient d'une invariance, parce que f n'est pas proprement invariant par SL2 de z, mais f est proprement invariant par cette translation de z qui voyons à z plus 1. Donc il y a une périodicité et c'est holomorphe et ces deux choses ensemble nous permettent d'écrire f ainsi. Et on va dire que f est parabolique s'il n'y a pas de terme constant. Le terme constant est n égale à 0. Et pour le delta de tout à l'heure, le terme constant était 0. C'est pour ça qu'on l'appelait parabolique. Mais dans Jacobi, on va plutôt avoir affaire avec des choses qui sont non paraboliques. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va démontrer les formules de Jacobi à partir de deux constructions différentes. De poids kappa. Kappa sera pris k sur 2, où k c'était 4, 6 sur 8, le kappa sera 2, 3 ou 4. Et on va considérer les formes modulaires de poids kappa pour gamma 0 de 4. Et on va les comparer. Donc on va construire à la main les séries, ce qu'on appelle les séries d'Eisenstein, et puis on va construire à la main ce qu'on appelle les séries θ, et on les compare. On va comparer en fait leur coefficient de Fourier. Et ça va donner les formules de Jacobi. Donc d'abord les séries d'Eisenstein. En fait, ce sont des formes modulaires qui sont construites par des espaces plus simples que la courbe modulaire. Donc on prend une fonction sur un espace plus simple que la courbe modulaire et on fabrique une forme modulaire. Par exemple, on peut partir de la fonction, bon ça c'est peut-être Z étoile, et définie sur C étoile, qui envoie Z à Z moins kappa. Et à partir de cette fonction, on va former une fonction sur H
ou que j'appelle le G indice kappa de Z, et je prends quelle est sa valeur en Z. Bon, je lui associe le réseau de tout à l'heure, qui était donc lambda Z, qui était engendré par Z et 1. Et je fais la somme sur tous les points non nuls de ce réseau, évalué en la fonction que je me suis donnée, donc puissance moins kappa. Donc, on peut vérifier que ça vérifie la propriété transformée de poids kappa pour SR2 de Z. Donc ça me donne une façon assez élémentaire de construire des formes modulaires. Et quand on les développe en Q-développement, ce qu'on trouve, c'est que il y a une terme constante, un terme constant qui est A, qui est non nul. Et puis, il y a les autres termes qui, à B près, sont tous de la forme une somme de diviseurs. Somme de diviseurs puissance kappa de poids moins 1. Donc on voit déjà la partie à droite de la formule de Jacobi, et maintenant il faut trouver la partie à gauche, qui est les formes modulaires de série θ. Alors les séries θ, là on va directement poser le Q-développement. On est construit direct par le Q-développement. Dans ce cas-là, le fait que ça définit une forme modulaire est moins clair. Donc on appelle une série θ, c'est encore une fois K est pair, donc kappa qui est K sur 2 est encore un entier. Et le fait fondamental, je ne savais pas si Harold allait parler de la formule sommatoire de Poisson, donc je l'ai mis. Mais il y a une façon de démontrer que c'est une forme modulaire de 3 kappa pour gamma 0 de 4, le but de tout à l'heure. Et puis, à vrai dire, le terrain est juste une comparaison, mais il faut juste, c'est une comparaison des Q-développements, et on se sert du fait que pour des valeurs petites de kappa, 2, 3 et 4, il n'y a pas de forme parabolique. Donc, les séries d'Eisenstein que j'ai définies me donnent tout l'espace de forme modulaire. Il n'y a pas d'autre. Donc, je peux écrire θ kappa comme une combinaison linéaire des séries d'Eisenstein, parce qu'il n'y a rien d'autre que ça, et puis je compare le coefficient. Ça, c'est la preuve. Ok, bon, je vais ajouter d'autres choses. J'ai parlé du fait qu'on peut regarder les aspects géométriques et statistiques. On peut, donc pour cela, je vais prendre un cas qu'on a sauté, mais qui est très profond, qui a été largement étudié par Gauss, qui a été mentionné ce matin. Donc on prend k égale à 3, donc la somme de 3 carrés. Alors c'est impair déjà. Donc ça va créer le fait que ce soit impair va créer des problèmes et de la richesse. Donc déjà, on va prendre D qui est sans facteur carré, c'est pour faire plus simple. Et c'est assez, donc c'est dû à le genre et Gauss, juste les conditions suffisantes et nécessaires pour que D soit représenté comme somme de 3 carrés. Donc il faut tout simplement que D ne soit évite la classe de congruence évidente. Donc il y a une instruction locale qui est, il ne faut pas que ce soit congru à 7 modulo 8, mais en fait c'est suffisant pour qu'on puisse le représenter. Alors on passe au comptage de nombre de solutions et c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. En fait, ça a à voir avec le groupe de classes. Le groupe de classes du corps quadratique imaginaire donné par Q racine moins D. Donc en fait, c'est à peu près une égalité. À quelques automorphismes ou symétries évidentes près,
c'est juste le cardinal du bout de classe. Et ça, c'est un fait dur à Gauss qui est démontré dans les discussions. Et, ok, mais puis il faut connaître un peu le cardinal de ce bout de classe. Et ça, c'est encore d'autres travaux de nos anciens. Quel est le comportement lorsque D tend vers l'infini, quel est le comportement de cette cardinalité? Bon, c'est à peu près racine de D par une formule de Dirichlet. Ça croît à peu près comme la racine de D, mais à une valeur spéciale d'une fonction L près. Donc L1 de qui D? Alors, je vais parler des fonctions L à la fin, mais je ne vais pas beaucoup en parler ici. Donc, là, une fonction L, c'est une généralisation de la fonction zeta de Riemann. La fonction zeta de Riemann, c'est ça pour S partie réelle plus grande de 1. Et puis, le caractère que j'ai, comme ça, c'est zeta. Et puis, le L, c'est si j'ai un caractère modulo 4, ou modulo D dans ce cas-là. Donc, j'ai NS. Donc c'est construit de manière très semblable. Il y a une théorie. Il y a autant d'intérêt de regarder ça que ça. Ok, et donc les valeurs spéciales apparaissent dans les questions de nature arithmétique. Ricardo a déjà mentionné dans des questions quelque chose concernant les valeurs spéciales des fonctions. Voilà, vous voyez une fonction. Ok, donc du coup on connaît à peu près la taille. Et maintenant, on va regarder comment les solutions sont distribuées dans l'espace. Alors, pour comprendre comment ils sont distribués dans l'espace, on va les projeter sur un espace fixé, la sphère de rayon 1. On a beaucoup de solutions, lorsque D tombe vers l'infini, on les projette et on retrouve une collection de points. Et donc, voilà une image pour une grande valeur de D. Et puis, donc, on peut se demander si la répartition de ces points devient de plus en plus uniforme dans la limitation totique. C'est une question très différente de tout à l'heure. Donc, que ce soit équiréparti signifie vraiment. Donc, en fait, c'est un théorème que ce soit équiréparti. Donc, voyons ce que ça veut dire. Donc, on va munir la sphère S2 de sa mesure de Lebesgue, invariant par les rotations. On va le normaliser pour que ce soit un proba, une mesure de probabilité. Et puis, maintenant, c'est beaucoup plus récent. Ce sont des recherches qui sont assez fondateurs dans mon domaine, qui sont dus à Ivanic et Rubeva Fomenko et Duke, et qui disent la chose suivante. Donc, on tend vers l'infini le long des entiers admissibles. Donc, on connaît une solution, on connaît le nombre, on les projette, on divise par le norme, on tombe dans la sphère, et ces points, c'est qui répartissent dans S2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous fixez une zone dans S2, et on fait un échantillon. On fait un échantillon de points qui sont dans cette zone pour toute zone possible. Donc on compte le nombre qui tombe là-dedans comparé à tous les points, et ça devrait être comparable dans la limite de la mesure de cette zone. Donc ça c'est un théorème, et la preuve passe par les bornes qui est. J'ai mentionné les travaux de Deligne, mais ici c'est quelque chose qui n'est pas loin de ça. Donc ils doivent faire des estimés sur les coefficients de Fourier des formes modulaires paraboliques
en poids demi-entier. Bon, c'est normal, j'ai pris, c'était toujours K sur 2, et 3, K c'est 3, donc c'est 3 demi. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que le cas entier, que les formes modulaires de poids entier. Les fonctions L, en fait, d'autres preuves existent aujourd'hui qui passent plutôt par les fonctions L. Et afin de préparer l'exposé qui suit, je reviens sur delta. On a laissé à côté, du côté. Voilà delta et on a son Q développement. On n'a pas défini delta par son Q développement, c'est le contraire. Et les coefficients de Fourier, qu'on appelle taux, ou Ramanujan taux, sont bien plus mystérieux que les coefficients de Fourier des séries d'Eisenstein. Et pour étudier ces coefficients, on peut les mettre dans une série génératrice. Et donc cette série génératrice va nous dire les propriétés de ces coefficients. Et c'est la même procédure qu'on a fait avec qui. Ça s'appelle la fonction L associée à cette forme modulaire delta qui généralise la fonction zeta terminale. Et on peut poser toutes les questions analytiques qu'on veut là-dessus. Par exemple, les zéros. Il y a une hypothèse de Riemann généralisée qui traite ces fonctions-là. Et l'une des choses que je veux mentionner, c'est ce théorème de Mordell et de Ecke, qui dit que tout comme la fonction zeta de Riemann, donc la fonction zeta de Riemann, on code plein de choses des nombres premiers par le fait que c'est un produit eulerien. Sur la demi-droite partie réelle du gang S, du gang 1, et donc ça encode la factorisation unique des entiers. Et du coup, on voudrait avoir la même chose pour cette fonction L, et c'est vrai. Et c'est vrai grâce à Mordell, qui montre que la fonction L se factorise maintenant dans un produit eulérien de degré 2, parce qu'il y a maintenant, c'est plus aussi simple que ça, mais légèrement plus compliqué, où on voit les coefficients taux de P. Donc ça encode taux de P pour chaque nombre P. Et donc du coup, il suffit de comprendre les valeurs de taux en est premier. Ok, donc on peut. Et par ailleurs, les mêmes choses faits analytiques qu'on connaît de zeta, c'est-à-dire que ça prolonge en une fonction ici méromorphe, là c'est holomorphe sur C. Il y a une équation fonctionnelle qui relie, qui encode donc, les valeurs de S à gauche, à droite avec les valeurs de S à gauche. Donc ça ressemble à zeta. Ok, ça c'est dû à Mordell et à Ecke. Ok, la toute dernière chose que je veux mentionner, en fait je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé, mais c'était mon dernier transparent. C'était un peu pour préparer l'exposé d'Anne-Marie qui va parler des aspects dyadiques. Et du coup, je vais juste mentionner que on voit, donc Ecke a démontré cette factorisation eulérienne grâce à une interprétation profonde de ces taux de P. Alors, il a introduit ce qu'on appelle aujourd'hui les opérateurs de Ecke, et les taux de P, comme vous voyez à la toute dernière phrase, les taux de P sont des valeurs propres de ces opérateurs. Quels sont ces opérateurs? Les opérateurs de Ecke. Bon, je vais utiliser le langage de tout à l'heure. J'interprète la courbe modulaire comme l'espace qui paramétrise les causalistiques sur E, sur C à isomorphisme près. Et j'ai une classe d'isomorphisme E, et cette classe, elle met P plus un voisin. Les voisins qui sont des causalistiques elles-mêmes, et qui sont P isogènes à eux. Le P, une isogénie, c'est
plus faible qu'un isomorphisme, parce qu'on peut avoir un noyau non trivial, et ici le noyau est un disque. Et c'est un fait qu'on peut. Il y a P plus 1. Il y a P plus 1 voisin pour chaque E. Et si on. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut poser sur le plan, sur le disque hyperbolique, on peut poser une structure de graphe régulier, P plus 1 régulier. C'est un arbre, en fait, ce qu'on appelle c'est l'arbre P plus 1 régulier, qu'on peut mettre sur le disque hyperbolique. Et chaque point a P plus 1 voisin. Et puis, chacun de ces voisins a lui-même P plus 1 voisin. Et puis, lorsque vous allez au bord, les distances deviennent de plus en plus grandes. Et donc, cet aspect p-adique, donc ça, c'est un peu l'aspect p-adique en partie. Et c'est tout.